prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Gros programme pour ce premier épisode du balado Fanball. Je vais revenir sur le contrat de Saquon Barkley, les Giants de New York. Également, le nouveau contrat de Justin Herbert. Je vais parler de la signature de DeAndre Hopkins avec les Titans du Tennessee. Et je vais m'amuser avec un top 10 des corps arrière, des meilleurs corps arrière pour la prochaine saison, en plus de vous donner mes conseils justement pour repêcher un corps arrière dans votre fantasy football. Donc je vous souhaite une excellente émission. Je voulais commencer l'émission en revenant sur le dernier contrat de Saquon Barkley et les Giants de New York. Il a signé pour 11 millions de dollars pour une saison, ce qui est l'équivalent de 900 000 dollars de plus que le contrat qui était censé signer là, en jouant sous l'étiquette de joueur de franchise, qui est évalué à 10,1 millions de dollars. En gros, le contrat de 11 millions fait en sorte qu'il y a des bonnets de 900 000 dollars qu'il peut aller chercher selon ses performances pour la prochaine saison. Ça n'a pas été des négociations faciles là, durant la saison morte. Il voulait 14 millions de dollars par saison. On lui avait offert 12 millions de dollars pour un contrat de plusieurs saisons. Il avait refusé et finalement s'est entendu à la dernière minute, là, juste avant de jouer sous l'étiquette de joueur de franchise pour un contrat de 11 millions de dollars pour une saison. Donc, pour l'organisation new-yorkaise, ça va être à refaire là, les dures négociations dès la prochaine saison morte. Je vous rappelle qu'un porteur de ballon, là, signer un deuxième ou un troisième contrat, c'est extrêmement difficile parce que historiquement, les organisations avec les données des statistiques avancées se sont rendues compte qu'un porteur de ballon, lorsqu'il arrive à 28-29 ans, ben, les blessures surviennent. La production offensive commence à descendre et ça vient très difficile avec un sport où on pratique avec un plafond salarial. Si on donne un 15, un 14, un 12 millions de dollars à un porteur de ballon, ben, on vient d'hypothéquer là, plusieurs positions. Donc, je vous rappelle que dans la Ligue nationale de football, il y a Christian McCaffrey qui rapporte 16 millions de dollars par saison. Alvin Kamara, c'est un contrat de 15 millions de dollars. Et il y a Derrick Henry qui est à 12,5 millions de dollars. Mais sinon, là, c'est très rare. Il faut vraiment que tu sois un joueur vedette. Et Saquon Barkley, il l'était, là. Il pouvait aller chercher justement un contrat assez onéreux, justement en raison de ses performances. Et depuis les dernières années, il aide grandement le corps arrière Daniel Jones. Daniel Jones qui a signé là, il y a quelques semaines un contrat de 40 millions de dollars par année pour les 4 prochaines années. C'est énormément d'argent pour ce corps arrière qui, selon moi, se ne retrouve même pas dans le top 10 de la Ligue nationale de football, se retrouve même pas dans le top 15, même pas dans le top 20. Là. Selon moi, là, il se retrouve à des positions 21 à 32 dans la Ligue nationale de football et on vient de lui donner le 9e plus gros contrat là, à la position de corps arrière, justement, dans la Ligue nationale de football. Donc, c'est sûr que si j'étais Saquon Barkley, je serais peut-être un peu plus frustré, là, sachant que nos négociations avec l'organisation new-yorkaise va pas très bien. Et là, on voit notre coéquipier qui vient de signer 40 millions de dollars, le même coéquipier qu'on a aidé là, pendant les 3 dernières années à juste pas perdre trop la face parce que Daniel Jones là, il ne fait certainement pas partie de l'élite, contrairement à Saquon Barkley. Et là, on doit être obligé de signer un contrat qui est 4 fois moins onéreux là, à sa position. Donc, je peux comprendre Saquon Barkley qui était quand même assez fâché là, dans les négociations avec l'organisation new-yorkaise. Revenons au contrat. Bonne nouvelle vraiment pour les Giants de New York parce qu'on a évité une catastrophe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au début de la saison, le prochain calendrier est extrêmement difficile pour les Giants de New York. On sait que la division est quand même assez paritaire, à l'exception des Eagles de Philadelphie. Donc, on doit aller chercher le plus de victoires possible à chaque semaine. Donc, ça aurait fait extrêmement mal si Saquon Barkley aurait vraiment là, continué ses menaces et avait décidé de s'asseoir pour, mettons, 1, 2, 3, 4 semaines, même les 6 premières semaines, parce que j'ai regardé le calendrier là, et c'est vraiment
pas facile pour les Giants. La tâche, elle est extrêmement grande. On aurait pu facilement se retrouver là, avec une victoire et 5 défaites après 6 semaines et on aurait dû dire adieu à notre présence en séries éliminatoires. Même avec Saquon Barkley dans l'alignement, ça va être difficile pour l'organisation new-yorkaise. Donc, sans leur porteur vedette, sans leurs joueurs clés des dernières saisons, je pense que ça aurait été mission impossible pour les Giants de faire les séries cette saison. Donc, bonne nouvelle pour les deux clans. Au moins, Saquon Barkley va chercher un peu plus d'argent que jouer avec l'étiquette de joueur de franchise. Et pour l'organisation new-yorkaise, on peut espérer se battre pour une place là, en série. Donc, c'est ce qui conclut là, ce segment là, sur le contrat des porteurs de ballon et de Saquon Barkley. Mais fait intéressant, avec les négociations difficiles de Saquon Barkley, de les autres porteurs de ballon, là, on peut penser à Tony Pollard et le porteur de ballon des Raiders de Las Vegas. On avait décidé d'organiser un meeting Zoom, un meeting entre les autres porteurs de ballon vedettes, donc avec Christian McCaffrey, Derrick Henry, Nick Chubb qui participaient justement là, à cette rencontre Zoom, et on tentait justement de trouver des solutions pour essayer de reconnaître le métier de porteur de ballon dans la Ligue nationale de football, parce que dans les dernières années, là, on va se dire les vraies choses, le métier de porteur de ballon, la position de porteur de ballon, elle est vraiment la plus négligée, là, je pense, dans la Ligue nationale de football, parce que les corps arrière, on les avait protégés davantage depuis la fin des années 2000 avec la blessure de Tom Brady. Les règlements ont changé un peu pour justement empêcher des plaquages sur les corps arrière. Un peu le même scénario qui est survenu là, avec les receveurs de passe dans les dernières années. On tente de les protéger davantage pour améliorer le spectacle et même les joueurs de ligne dans les dernières années, lors des pratiques, on a beaucoup moins de contacts, donc on tente de les épargner au niveau des blessures de plus en plus. On a seulement une petite portion du camp d'entraînement et des entraînements durant la saison où on a l'équipement sur les épaules parce que justement, là, on veut éviter des blessures lors des entraînements. En gros, il y avait seulement la position de porteur de ballon qui était inchangée depuis des années. Et là, on s'imagine qu'un porteur de ballon, un athlète qui, depuis l'âge de 7-8 ans, continue à encaisser des coups, des chocs, des coups à la tête, des coups au bas du corps, et c'est sûr que rendu à 27, 28, 29 ans, le corps commence à être, comme on dit, assez magané et c'était une des raisons pourquoi les organisations n'osaient plus donner beaucoup d'argent à cette position. Donc, bonne nouvelle pour Saquon Barkley avec son nouveau contrat et bonne nouvelle surtout pour les Giants de New York. L'autre sujet que je voulais discuter avec vous, c'est la signature de DeAndre Hopkins avec les Titans du Tennessee. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de Nashville, mais surtout un dur coup pour l'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça veut dire que pour les Patriots, même si on avait de la place sous le plafond salarial pour le signer, on n'a pas été en mesure de montrer ou de présenter ou de séduire l'athlète DeAndre Hopkins avec notre plan là, à l'attaque. Donc, je pense que c'est vraiment pas une bonne nouvelle, surtout que Mac Jones n'a pas été aidé depuis son arrivée dans la Ligue nationale de football. Oui, on a signé des alliés rapprochés pour l'aider là, en Hunter Henry et là maintenant Mike Gesicki, mais à la position de receveur de passe, là, c'est mince. Juju Smith-Schuster, là, désolé, là, mais c'est un receveur de passe qui pourrait être numéro 2 ou numéro 3 dans d'autres franchises et avec les Patriots, se retrouve avec l'étiquette du receveur vedette. Donc, ce n'est pas l'idéal pour le corps arrière Mac Jones, surtout si on le compare à d'autres corps arrière qui ont été repêchés là, lors de sa même année de repêchage. Là, on pense à Trevor Lawrence où les Jaguars ont tout fait là, pour l'aider dans ses performances. On a repêché son ami et ancien coéquipier à l'université en Travis Etienne. On vient d'aller chercher Calvin Ridley. On a échangé Christian Kirk il y a 1 an. Donc vraiment, on fait tout pour l'encadrer du mieux qu'on peut. Et pendant ce temps-là, Mike Jones, c'est beaucoup plus difficile. Mais bonne signature pour DeAndre Hopkins. On a été chercher 16 millions de dollars pour 2 saisons. Donc un contrat qui peut lui rapporter jusqu'à 32 millions de dollars pour la durée du contrat.
Et surtout pour les Titans, c'est une bonne nouvelle parce qu'on retrouve un peu notre arme offensive qu'on avait avec A.J. Brown. A.J. Brown, on se rappelle, il y a 2-3 ans, lorsqu'il jouait avec les Titans, était la menace aérienne. Et on avait surtout encore un Derrick Henry en grande forme pour faire des dommages avec ses jambes. Donc, on pourrait retrouver une attaque similaire des Titans, surtout qu'on avait déjà une bonne défensive, un bon jeu au sol. Il nous manquait justement la menace aérienne. Et là, Tannehill va avoir une cible supplémentaire. On avait Treylon Burks qui aurait gagné un peu là, d'expérience après sa première saison, mais DeAndre Hopkins fait en sorte que tout le monde tombe dans la bonne chaise. Burks se retrouve comme bon deuxième receveur de passe. Hopkins va être le receveur vedette et on va avoir Derrick Henry qui va toujours faire beaucoup de dommages au sol. Et là, avec une menace offensive comme ça avec Hopkins, ben, les équipes vont devoir s'ajuster parce que dans les dernières saisons, je ne sais pas si... la dernière saison, je ne sais pas si vous avez regardé les Titans souvent, mais il y avait énormément de joueurs en défensive qui étaient dans le bloc juste derrière la ligne défensive, justement pour arrêter le jeu au sol, ce qui faisait en sorte que ça devenait très compliqué pour Henry d'aller chercher quelques verges. Et là, avec Hopkins, on n'aura pas le choix de garder un maraudeur un peu plus haut pour justement pas se faire battre avec la longue passe. Et si on tente de tricher justement là, en essayant de tenter d'arrêter le jeu au sol, ben, on va se faire surprendre avec des beaux attrapés là, de DeAndre Hopkins. Je suis convaincu. Donc pour les Titans, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'on avait un calendrier assez facile pour la prochaine saison. On est dans une division également facile, à l'exception des Jaguars de Jacksonville, qui sont parmi les favoris, je pense, pour remporter la position numéro 1 dans la Ligue américaine, justement à cause du calendrier facile. Donc, les Titans, à toutes les années, là, on les sous-estime justement parce que c'est pas une équipe spectaculaire, mais encore une fois, cette année, je pense que les Titans pourraient nous surprendre, surtout avec la signature de Hopkins. Donc, bonne nouvelle pour les Titans, bravo pour la signature de DeAndre Hopkins, mais c'est surtout un très dur coup pour l'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui va devoir s'arranger avec Juju Smith-Schuster, Devontae Parker. C'est vraiment très mince à cette position et justement, ça va être difficile d'évaluer correctement un Mac Jones qui arrive déjà là, à une 3e saison là, dans la Ligue nationale de football. Juste avant de parler du top 10 des corps arrière selon les entraîneurs et des membres exécutifs de la Ligue nationale de football, je voudrais revenir sur le contrat que Justin Herbert des Chargers vient de signer. C'est 5 ans, 262,5 millions de dollars, donc c'est 52,5 millions de dollars par saison. C'est le contrat le plus lucratif pour un corps arrière pour la prochaine saison et c'est entièrement mérité pour Justin Herbert. Il est vraiment sensationnel avec les Chargers. Oui, il est toujours à la recherche d'une première victoire en série d'après-saison et il a déjà mieux paru justement avec l'organisation des Chargers lorsqu'il s'est fait remonter contre les Jaguars lors de la dernière saison en séries éliminatoires, mais quand même, c'est entièrement mérité et ça va être à surveiller dans les prochaines semaines parce que Joe Burrow, qui a été également repêché la même année que Herbert, au premier au total, on se rappelle, pour les Bengals de Cincinnati, risque d'aller signer là, un contrat extrêmement lucratif. On doit s'attendre à un peu plus que Justin Herbert. Je crois que peut-être un 55 millions de dollars par saison pour environ la même durée. Donc, ça pourrait être un très beau contrat là, pour Joe Burrow, mais on vient d'établir la norme avec le contrat de Justin Herbert. On s'entend que lorsqu'on signe un contrat très lucratif au corps arrière, dans les prochaines années, on va devoir faire des choix difficiles avec les Chargers. On va devoir limiter nos signatures pour l'appuyer, mais j'aime mieux avoir un Justin Herbert à 52,5 millions de dollars qu'un Daniel Jones à 40 millions de dollars. Donc, on est déjà là, mieux parti, là, je pense, du côté des Chargers. Bon, c'est le moment de vous parler du top 10 des corps arrière selon des entraîneurs et des membres exécutifs de la Ligue nationale de football. C'est sorti il y a quelques jours déjà et je voulais vous en parler justement parce que il y a surtout quelques surprises selon moi, entre autres à Dak Prescott qui se retrouve parmi ce top 10. Je pense que c'est un peu haut là, pour un corps arrière qui a toujours été
vraiment appuyé depuis le jour 1 qu'il est dans la Ligue nationale de football. Il a une bonne ligne offensive, un bon jeu au sol, des bonnes armes au niveau des receveurs de passe. Donc, il a eu beaucoup plus facile que d'autres corps arrière et il se retrouve dans le top 10. Mais bon, on va commencer par les premières positions. Patrick Mahomes, numéro 1, Joe Burrow, numéro 2, Josh Allen, numéro 3. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là pour tout le monde, tous les partisans et tous les membres de la NFL. Ensuite, à la position numéro 4, on a Aaron Rodgers. Selon moi, c'est un peu haut, même si on s'entend qu'il fait partie de l'élite. Et il a connu une mauvaise saison, on va se le dire, l'année passée, mais il avait quand même remporté 2 trophées du MVP lors des dernières années. Donc, c'est quand même tout un corps arrière et j'ai hâte de le voir là, avec les Jets de New York, justement parce qu'il va avoir un peu plus de flexibilité et des armes offensives. On a Breece Hall au niveau du porteur de ballon, mais on a surtout des bons receveurs de passes en Garrett Wilson qui a remporté la recrue offensive de l'année dernière. Position numéro 5, c'est maintenant l'homme le plus riche dans la Ligue nationale de football, Justin Herbert. En numéro 6, Jalen Hurts. 7, Lamar Jackson. 8, Trevor Lawrence. Numéro 9, là, c'est là qu'il y a Dak Prescott qui est, selon moi, un peu haut. Je l'aurais peut-être même exclu du top 10. Et à la position numéro 10, Matthew Stafford. Donc, je me suis amusé. Je me suis dit, pourquoi pas faire mon top 10 et vous le présenter. Sans surprise, j'ai le même trio de tête. Donc, Mahomes, Burrow, Allen pour les 3 premières positions dans cet ordre. Par la suite, j'ai Justin Herbert, justement, là, à la position numéro 4. Il a remporté, il mérite entièrement son nouveau contrat qu'il vient de signer et il est très, très, très bon comme corps arrière. Un peu comme Aaron Rodgers, il a tout un bras, mais il a surtout le physique de l'emploi. Je pense même qu'il est un peu plus mobile parce qu'Aaron Rodgers, vu qu'il commence à être un peu plus vieux, là, hésite de courir, même s'il est encore très rapide, Rodgers. Justin Herbert, il est rapide, il est gros, plus difficile à frapper. Donc, c'est pour cette raison que je le favorise dans mon top 10. Par la suite, j'ai même Jalen Hurts à la position numéro 5. Si on m'avait posé la question l'année passée si Jalen Hurts faisait partie de ton top 5 dans la Ligue nationale de football à la position de corps arrière, j'aurais sûrement parti à rire parce qu'il y avait eu un calendrier très facile pour les Eagles, mais c'est vraiment sa performance au Super Bowl qui m'a fait comprendre tout son talent à ce corps arrière. Il avait été exceptionnel lors de son duel contre Patrick Mahomes. Selon moi, il méritait même le trophée de MVP, mais on le donne à l'équipe gagnante. Donc, c'est pour cette raison que Patrick Mahomes l'a remporté. À la position numéro 6, là, on a Aaron Rodgers. Position numéro 7, Lamar Jackson. Surtout que ça va être intéressant cette saison parce que Jackson va avoir quelques receveurs de passe qu'il n'avait pas lors des dernières saisons. On a entre autres à penser à Odell Beckham Jr. J'espère que Beckham Jr. va revenir au niveau qu'il nous avait offert lors du Super Bowl il y a 2 ans avec les Rams parce que on sentait vraiment qu'il avait repris sa grande forme des beaux jours avec les Giants de New York. Par la suite, position numéro 8, Trevor Lawrence, excellent corps arrière, selon moi. Là, il pourrait même grimper dans les prochaines années sur cette liste, surtout qu'il a Calvin Ridley, Christian Kirk cette année, qui va être excellent. Il y a même aussi son allié rapproché qui va être très bon et Travis Etienne au niveau du jeu au sol. Donc, on retrouve une très bonne attaque du côté de Jacksonville. Et à la position numéro 9, j'ai Matthew Stafford. Matthew Stafford, je pense qu'il fait partie encore de l'élite, même si la dernière saison, il a été blessé et il a joué sans son receveur numéro 1 en Cooper Cup. Donc, je pense qu'on va lui donner une réelle chance là, pour la prochaine saison. À la position numéro 10, j'ai Kyler Murray. Kyler Murray, selon moi, est nettement supérieur sur le terrain qu'un Dak Prescott, est beaucoup plus mobile, a un meilleur bras. Malheureusement pour lui, c'est plutôt son expérience à l'extérieur de la glace qui le nuit jusqu'à maintenant. C'est sûr que si je compare Dak Prescott et Kyler Murray, je préfère Murray sur le terrain, mais je préfère Prescott à l'extérieur. On sent que Prescott a un certain aura. On l'a vu lors de la série Hard Knock. Lorsqu'il parle dans le vestiaire, il est écouté, contrairement à Kyler Murray où j'ai l'impression qu'on peut peut-être le questionner à quelques reprises pour son éthique de travail. Dak Prescott est beaucoup plus à son affaire de ce côté. Et par la suite,
pour la position 11, 12, 13, même 14, je me suis amusé. J'ai étiré ce top 10 parce que Dak Prescott ne vient pas automatiquement là, à la position numéro 11. Je pense qu'il tombe dans la discussion d'un Russell Wilson, d'un Derek Carr, de même un Kirk Cousins qui pourrait lui le dépasser là, dans ce top des meilleurs corps arrière. Justement, je vais y aller en rafale avec ces corps arrière. Derek Carr, va être excellent avec les Saints, selon moi. C'est peut-être son coordonnateur offensif et son entraîneur que je questionne, mais il pourrait vous surprendre, surtout qu'il va être dans une division assez facile. Il va connaître une bonne saison, c'est certain. Russell Wilson a connu vraiment une piètre saison la dernière année, mais là, avec l'arrivée de Sean Payton qui est un génie au niveau offensif, je crois que Wilson va être en mesure de revoir le Wilson des beaux jours à Seattle. On va le revoir du côté des Broncos de Denver parce qu'il a encore beaucoup d'armes offensives. Là. On a Jerry Jeudy, on a Cortland Sutton, on a même Javonte Williams au sol. Donc, je pense qu'avec le génie de Payton et les capacités de Russell Wilson et son attaque, je pense qu'on va retrouver là, un bon Russell Wilson. Du moins, on va se donner un bon mois là, pour l'évaluer correctement. Et par la suite, Kirk Cousins, selon moi, c'est un joueur semblable à Dak Prescott. C'est la seule raison pourquoi Cousins souvent est négligé là, dans la conversation. Je pense que c'est parce qu'il joue pour les Vikings du Minnesota au lieu des Cowboys de Dallas, parce qu'on sait à chaque fois qu'un joueur joue pour les Cowboys, avec la réputation de cette organisation, il fait toujours partie de l'élite, on dirait, là, parce que les Cowboys, c'est l'équipe américaine par excellence. Donc, si Kirk Cousins jouait pour les Cowboys, j'ai l'impression qu'on parlerait de Kirk Cousins parmi les meilleurs corps arrière de la Ligue nationale de football, même si ce n'est peut-être pas le cas. Il se retrouve, selon moi, justement à une position 12, 13, peut-être dans la NFL. On a parlé beaucoup de corps arrière. Justement, parlons un peu de fantasy football et des corps arrière et je vais vous donner mes conseils pour la prochaine saison. Selon moi, un corps arrière, dépendamment de votre ligue, si vous êtes dans une ligue de 8, 10 ou 12 équipes, le corps arrière ne doit pas être repêché très tôt dans votre repêchage, justement parce que, on l'a vu, hein, on vient d'en parler des corps arrière, on a facilement là, une bonne dizaine de corps arrière dans la Ligue nationale de football. Donc, pourquoi gaspiller un choix très haut dans votre repêchage justement pour aller sélectionner un corps arrière, sachant très bien que si vous êtes à la position 7-8, vous allez pouvoir vous retrouver avec, par exemple, un Trevor Lawrence ou un Justin Herbert ou un Lamar Jackson qui pourrait vous faire énormément de points et vous n'aurez pas à gaspiller justement un choix assez haut dans votre repêchage. Donc, si vous êtes dans une ligue de 8 équipes, moi, je serais très à l'aise de repêcher 8e comme corps arrière. Donc, ça ne me dérange aucunement. Si vous êtes dans une ligue de 10 équipes, c'est un peu le même scénario. Je pense que j'attendrai lorsque j'arriverai à la position 6-7 des corps arrière, là, une fois que Mahomes, Burrow, Allen sont sortis, Jalen Hurts sorti également, là, je commencerai à regarder les choix, mais je serai assez patient encore une fois là, à la position de corps arrière. Même chose si je suis dans une ligue de 12. Par contre, si vous êtes dans une ligue à 16 équipes, c'est très rare, là, vous allez me dire, mais quand même, ça existe. J'ai quelques amis qui se retrouvent dans des ligues qui ont justement 16 équipes. Là, je serais peut-être un peu moins patient là, à cette position et je tenterais là, d'aller chercher au moins là, un corps arrière comme Justin Herbert, Trevor Lawrence qui risque d'avoir de très belles saisons cette année. Une très belle saison cette année, justement, là, avec une attaque améliorée là, dans l'organisation des Chargers. Même chose pour l'organisation des Jaguars. Donc, c'est un peu ma stratégie pour les corps arrière dans votre fantasy football. Souvent, on est tenté d'aller chercher un Patrick Mahomes ou un Josh Allen. Oui, ce sont de très bons choix. Ça va sûrement être les meilleurs corps arrière là, en termes de points fantasy. Mais même si on a le meilleur corps arrière, ça va peut-être vous donner une victoire de plus dans la saison. Ce n'est pas énorme. Un Josh Allen ou un Jalen Hurts qui fait, donc c'est mon trio de tête, selon moi, le Mahomes, Allen, Hurts vont être les 3 premiers corps arrière qui vont sortir cette année, vont peut-être vous chercher une victoire supplémentaire, mais si vous avez un meilleur porteur de ballon ou un meilleur receveur de passe,
ça va peut-être être beaucoup plus payant et aller vous chercher 2 ou 3 victoires. Donc, la différence entre le meilleur corps arrière et le corps arrière numéro 8, 9 ou 10, elle n'est pas si grande, contrairement à le meilleur porteur de ballon et un porteur de ballon qu'on peut repêcher là, un peu plus tard, elle est beaucoup plus grande. Donc, je favorise beaucoup la position de receveur de passe et de porteur de ballon. Et si on me donne le choix, je risquerais même un choix plus haut pour la position de tight end, donc ailier rapproché, au lieu d'un corps arrière, parce que les ailiers rapprochés, là, on sait, on a Travis Kelce, Mark Andrews, et après ça, ça descend considérablement là, à cette position. Donc, je serais beaucoup moins patient à la position de tight end que la position de corps arrière. Voilà ce qui complète le premier épisode du balado Fanball. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce balado là, de conseils fantasy football et de commentaires là, sur justement l'actualité de la NFL. Laissez-moi un petit commentaire, partagez l'émission également là, si vous avez apprécié et vous pouvez également me suggérer des sujets là, pour le prochain épisode qui risque de sortir en début de semaine prochaine. Je vais sûrement revenir sur la série Netflix Quarterback qui est sortie depuis déjà là, environ 2 semaines sur Netflix. Très bonne série, je suis rendu à l'épisode environ 6 et j'ai bien aimé là, en apprendre un peu plus sur Patrick Mahomes, sur Kirk Cousins et sur Marcus Mariota. Je vais vous donner mon opinion de cette série lors du prochain balado. Donc, je m'appelle Philippe Bessette, j'ai apprécié là, faire ce premier épisode en votre compagnie et je vous souhaite surtout de passer une excellente semaine.